Le Burkina Faso a rendu hommage ce mardi à ses martyrs et à sa révolution au cours d'une cérémonie hautement symbolique. Cette cérémonie a réuni le président et le premier ministre intérimaire. En Tunisie, le Parlement a pris fonction ce mardi avant le second tour de l'élection présidentielle. C'est la première assemblée nationale du pays depuis la révolution populaire de janvier 2011. Mobilisation internationale contre le virus Ebola, le chef de la mission des Nations Unies pour la lutte contre l'épidémie estime que la situation devrait s'améliorer d'ici 60 jours au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone. C'est un plaisir de vous retrouver sur SICA. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition d'information sur votre chaîne d'information africaine préférée. Nous ouvrons ce journal par la France. L'Assemblée nationale a adopté ce mardi à une large majorité, en dépit de l'opposition de la droite, la résolution socialiste sur la reconnaissance de l'État palestinien, un test à portée symbolique au moment où les Palestiniens tentent de faire avancer leur cause aux Nations Unies. L'autorité palestinienne a aussitôt salué ce vote alors que l'ambassade d'Israël en France a jugé qu'il allait éloigner la possibilité d'arriver à un accord de paix. Dans le sillage de leurs homologues britanniques et espagnols, les députés français ont donc invité par une majorité de 339 voix contre 151 leur gouvernement à reconnaître officiellement l'État palestinien en vue d'obtenir un règlement définitif du conflit. Je vous invite ici à suivre quelques déclarations de personnalités politiques à l'issue du vote de ce mardi à l'Assemblée nationale française. Suivons ensemble. La France considère que la reconnaissance de l'État palestinien devra venir dans le cadre d'un accord négocié entre Israël et les Palestiniens. Donc c'est un appel à la paix, c'est une condamnation des extrémistes, c'est une volonté de vraiment déboucher sur une solution reposant sur deux États. C'est la position constante de la France. Nous voulons que demain, il y ait un État palestinien aux côtés de l'État d'Israël qui vive dans la paix, dans la sécurité, dans des frontières sûres et reconnues, avec capitale comme Jérusalem, de ces deux États. Et pour cela, il faut relancer le processus de négociation. Et je crois que c'est le sens profond du message qu'a émis l'Assemblée nationale. Nous avons voulu que ce soit un vote de rassemblement. Moi, je respecte toutes les positions, y compris ceux qui n'ont pas voulu se rallier à notre texte. Je pense que c'est suffisamment grave pour qu'on ne fasse pas de politique politicienne, encore moins d'arguments électoraux sur ce sujet, qui a toujours uni d'ailleurs tous les présidents et les gouvernements français de la Ve République. La reconnaissance de l'État de Palestine, ça ne doit pas être confondu, ça ne doit pas être instrumentalisé. Ce n'est pas de l'électoralisme vil, ce n'est pas favoriser une communauté contre une autre. C'est dire qu'il faut deux États pour deux peuples. Si, il y a un clivage gauche-droite. Incontestablement, la droite n'a pas voté. C'est une minorité de la droite qui a voté et une petite minorité d'ailleurs de la gauche qui a voté contre. Non, il y a un clivage réel. Là, aujourd'hui, la France va prendre parti. Elle a choisi son parti, le parti des Palestiniens. Je suis triste à titre personnel, je suis triste pour la France. D'autant plus, c'est absolument contre-productif. On importe en plus de ça le conflit en France, ce qui n'arrangerait. Le Burkina Faso à présent qui a rendu hommage ce mardi à ses martyrs et à sa révolution qui a balayé fin octobre le président Blaise Compaoré au cours d'une cérémonie hautement symbolique. Cette cérémonie a réuni main dans la main le président et le premier ministre intérimaire. Sous un soleil de plomb, plusieurs dizaines de milliers de personnes dont le président de transition Michel Kafando et son premier ministre le lieutenant-colonel Isaac Zida étaient rassemblés dans la capitale burkinabé Ouagadougou. Hommage officiel populaire, militaire et toute la cérémonie a été ponctuée de symboles forts. Au petit matin, 6 cercueils recouverts du drapeau burkinabé rouge, vert et jaune ont quitté la morgue de l'hôpital de Ouagadougou. Ils ont été ensuite transportés à bord d'un char, un char de l'armée, sur la place de la Nation, rebaptisée place de la Révolution, comme à l'époque du président, le capitaine Thomas Sankara. Le président Michel Kafando et son premier ministre Isaac Zida se sont ensuite inclinés devant les 6 dépouilles alors qu'on entendait des sanglots de parents des victimes dans la foule. Et justement, parlant toujours de cette cérémonie d'hommage officielle, quelques personnalités se sont prononcées. Je vous propose ici de suivre leur impression juste à la fin de cette cérémonie. Vous n'êtes pas mort pour rien, car vous vous êtes sacrifié pour une grande cause. Vous avez défendu les plus belles valeurs de notre pays. Vous avez combattu le combat juste. Vous n'êtes pas mort pour rien.
Vous êtes morts pour la grande cause des peuples libres qui ont payé leur liberté avec le sang. C'est un grand jour encore une fois. C'est le jour que nous tenons à marquer par notre accompagnement à la mémoire de ces victimes, de ces héros, et aussi pour accompagner les familles dans leur douleur et signifier le fait que cette lutte-là, nous allons en relever le flambeau, nous allons maintenir la flamme, nous allons faire en sorte que ce sacrifice n'ait pas été vain. Ce que je voudrais dire et souligner, c'est surtout que nous fassions le serment de ne point trahir la cause pour laquelle ces jeunes-là sont tombés. J'ai parlé tantôt de la liberté, de la justice et de la démocratie. En voyant l'ambiance qui se joue, ça nous donne de nous réconforter et de dire que vraiment, à partir de cela, ça nous console. Nous savons que nul n'est éternel sur cette terre-là. Chacun doit partir, chacun doit mourir, mais eux, ils sont morts pour la cause de la nation. L'Égypte à présent, le président Abdel Fattah al-Sisi a assuré que l'Égypte n'allait pas revenir en arrière, ceci après l'abandon controversé de l'accusation de complicité de meurtre qui pesait contre l'ancien président Hosni Moubarak. Du côté de l'opposition, le jour du verdict est un jour noir dans l'histoire de l'Égypte. Tout cela se passe pendant que le procureur du tribunal de Caire a rappelé qu'il compte faire appel de cette décision. Reportage. L'ancien président Hosni Moubarak, âgé de 86 ans, était jugé pour son rôle dans la répression des manifestations monstres de janvier-février 2011, ayant mis fin à ses 30 années au pouvoir et au cours desquelles plus de 846 personnes ont été tuées. Samedi dernier, le tribunal égyptien a décidé d'abandonner l'accusation de complicité de meurtre et de corruption contre l'ex-chef d'État. Dans un communiqué rendu public ce dimanche, l'actuel président Abdel Fattah al-Sisi a affirmé que la nouvelle Égypte, qui est le résultat des deux révolutions de 2011 et de 2013, se dirige vers l'établissement d'un État démocratique et moderne fondé sur la justice, la liberté et l'égalité. Cette nouvelle Égypte, a assuré le président, regarde vers l'avenir et ne peut jamais revenir en arrière. Ce lundi, au cours d'une conférence de presse commune, 6 partis politiques de l'opposition ont dénoncé l'abandon des charges contre Hosni Moubarak. Pour Hamdine Sabahi, candidat malheureux à la présidentielle de mai dernier, le président al-Sisi doit choisir entre la volonté du peuple et celle des anciens qui souhaitent le retour de Hosni Moubarak. Le jour du verdict est un jour noir pour l'histoire de l'Égypte. Le président doit dire de quel côté il se trouve en ce moment décisif, avec le peuple, la révolution et ses objectifs, ou avec ceux qui, dans les médias, prêchent le retour de Moubarak et de son régime. Les défenseurs des droits de l'homme accusent Abdel Fattah al-Sisi, architecte de la destitution de l'islamiste Mohamed Morsi en juillet 2013, d'avoir instauré un régime encore plus autoritaire que celui de Hosni Moubarak. Depuis l'éviction de Morsi, au moins 1400 de ses partisans ont été tués, pour la plupart des manifestants. Plus de 15 000 personnes ont également été emprisonnées, tandis que des centaines de pro-Morsi ont été condamnés à mort dans des procès de masse expédiés en quelques minutes. Juste à côté de l'Égypte, la Tunisie, le premier parlement tunisien depuis la révolution de janvier 2011, a pris ses fonctions ce mardi, un moment clé de la transition du pays, référence du printemps arabe avec le second tour, avant du moins le second tour de l'élection présidentielle. Le président de l'ancienne constituante, Moustapha Ben Jaafar, a donné dans la matinée le coup d'envoi de cette première réunion des 217 membres de l'Assemblée des représentants du peuple élus le 26 octobre dernier, mais cette première réunion a immédiatement donné lieu à un imbroglio, faute d'accord sur un candidat à la présidence de l'Assemblée susceptible d'obtenir une majorité des élus. Notamment, les deux principaux groupes parlementaires ont décidé par 161 voix de prolonger la première séance, mais de la suspendre jusqu'à jeudi. Cette décision a été dénoncée par d'autres députés comme un artifice juridique, alors que la Constitution prévoit que la première mission du Parlement est d'élire son président. L'autre couac, les partisans du chef de l'État, Monsef Marzouki, ont dénoncé le fait que le président tunisien n'avait pas été invité en bonne et due forme, si bien qu'il était absent à cette cérémonie d'ouverture. Note de santé à présent, parlons à présent du virus Ebola. D'ici à 60 jours, la situation de l'épidémie devrait s'améliorer au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone. C'est ce qu'estime le chef de la mission
des Nations Unies pour la lutte contre Ebola, Bumbury Anthony a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse en présence du coordonnateur des Nations Unies pour la lutte contre le virus Ebola et du chef du Centre national de lutte contre Ebola en Sierra Leone. Un reportage. Porté à 100% au 1er janvier 2015, le traitement de tous les cas d'Ebola et l'inhumation de toutes les victimes en Sierra Leone, au Libéria et en Guinée. Voilà le nouveau défi que se lance la mission des Nations Unies pour la lutte contre Ebola. Un défi plutôt ambitieux car la transmission du virus dans ces 3 pays est estimée à 1100 nouveaux cas par semaine contre 1000 il y a 2 mois. Le chef de la mission de l'ONU reste cependant optimiste. Il espère même atteindre 0 nouveaux cas d'ici 6 mois. Ça ne va pas être facile. Cela va demander beaucoup de travail. Bon nombre d'entre nous allons être là pendant les fêtes, à travailler 7 jours par semaine. Nous devons tout garder sous contrôle. Nous sommes sur la bonne voie. Il nous reste encore du chemin à parcourir, mais nous allons y parvenir. L'atteinte des nouveaux objectifs ne sera possible qu'avec l'implication des personnels locaux. Une évidence que comprend bien le coordonnateur de l'ONU pour la lutte contre le virus Ebola. La vigilance doit aussi être de mise face à l'évolution du mal. Nous devons tous rester engagés et vigilants jusqu'à ce que le dernier cas soit traité et après. Maintenant, plus que jamais, les réponses doivent être adaptées en fonction de l'évolution de l'épidémie. Ces réponses ont surtout un coût et constituent le point crucial de la lutte contre Ebola. Sur les 1,55 milliard de dollars demandés par les agences de l'ONU, 920 millions ont pu être pour le moment versés. Toute chose qui pourrait freiner l'atteinte rapide des nouveaux objectifs. La France à présent, la préfecture de Pas-de-Calais met les bouchées doubles afin d'accueillir les migrants qui affluent sur son territoire. Un hangar sera aménagé non loin du port de Calais pour accueillir jusqu'à 5000 migrants pour la nuit à chaque fois que la température sera moins de 5 degrés. Reportage. Un hangar industriel de 4000 m² pour accueillir les migrants de Calais pendant les nuits de grand froid. Les candidats au départ vers le Royaume-Uni ou l'Angleterre, qui se chiffrent ici à des milliers, sont assurés de passer l'hiver au chaud. Ce hangar mis à leur disposition dans le cadre du plan Grand Froid sera ouvert dès lors que le froid ressenti atteindra les moins 5 degrés. Le plan Grand Froid, c'est un dispositif de mise à l'abri des personnes qui n'ont pas eux-mêmes d'abri dans certaines conditions météo. Donc il nous fallait à Calais un espace suffisamment vaste pour pouvoir accueillir peut-être plus de 1500 personnes, je ne l'exclus pas, qui soient suffisamment proches des lieux de stationnement des migrants, parce qu'il faut qu'ils puissent venir s'y rendre à pied, et qui, si possible, ne soient pas dans le centre-ville de Calais, parce qu'on sait que c'est toujours très délicat de faire venir des populations migrantes dans le centre-ville. Vu l'urgence humanitaire, vu la situation, je pense qu'on ne peut pas faire la fine bouche. Clairement, se jouent des vies si un épisode de grand froid qui arrive, vu la situation actuelle. Donc il faut absolument trouver une solution la moins mauvaise possible. Et on va dire que c'est la solution la moins mauvaise possible. Situé à quelques kilomètres du port de Calais, le hangar destiné aux migrants sera opérationnel dans les tout prochains jours après avoir fait l'objet de quelques aménagements. Travaux d'électricité, chauffage, duvet, matelas, tapis de sol, toilettes extérieures, tout est prévu pour faciliter la vie des migrants. Voilà qui vient donc mettre terme à cette édition. Mais avant de partir, madame, monsieur, le proverbe africain du jour nous dit ceci: le chien a beau avoir 4 pattes, il ne peut emprunter 2 chemins à la fois. Le chien a beau avoir 4 pattes, il ne peut jamais emprunter 2 chemins à la fois. Autrement dit, ne mettez jamais 2 doigts dans la même narine. Merci de nous avoir suivis. C'était l'édition d'information matinale sur Sika TV.